Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour. Plutôt, on poursuit nos échanges ce 14 novembre avec cette thématique, l'innovation publique au service des territoires. Deuxième table ronde, pourquoi et comment construire des coalitions ouvertes à l'échelon territorial. Merci de nous suivre ici au lieu de la transformation publique, avenue de Ségur à Paris. Merci de nous suivre en direct ou peut-être en replay pour ces échanges. Je me tourne vers vous avant de présenter nos intervenants. Alban Praquin, vous êtes directeur de projet innovation ouverte à la DITP. Vous avez co-construit avec moi cet échange. Pourquoi cette problématique? Pourquoi ce sujet? Bonjour à tous, merci beaucoup Sylvain. En effet, à la réponse à cette question du pourquoi, tout simplement parce que le contexte de crise multiple, enchevêtrée, donc complexe, nous impose plus que jamais une réflexion sur des nouvelles formes d'action publique, fondées notamment sur la notion de coproduction des politiques publiques. Et donc à la direction interministérielle de la transformation publique, on est convaincu qu'il faut à la fois penser et incarner de nouveaux modes de faire pour justement faire advenir une action publique plus proche, plus simple, plus efficace pour les citoyens et les usagers. Et donc si l'État, en centrale comme sur les territoires, n'a pas ou plus le monopole de l'intérêt général, il reste le gardien des grands principes du service public et il doit réinventer son positionnement vis-à-vis de parties prenantes multiples, tierces, la société civile, les associations, les ONG, les collectifs de citoyens, les élus, bien sûr, les collectivités territoriales, qui sont eux aussi légitimes à porter des parcelles de l'intérêt général. Et donc, on parle beaucoup d'État en réseau, on parle de gouvernement ouvert, d'État catalyseur de coalition. On va essayer, dans cette table ronde, de donner un peu de corps, un peu de chair à ces concepts, parfois un peu abstraits, en répondant à certaines problématiques, comme par exemple la forme que peut prendre cette administration coopérative, ce service public augmenté qui s'appuie sur ces logiques de coalition. Comment permet-elle sur les territoires, finalement, tout au long de la chaîne de l'action publique, d'avoir de l'impact? Et finalement, ces coalitions sont-elles un moyen efficace pour franchir ce fameux dernier kilomètre dont on parle tant? Merci pour cette présentation très efficace. On en parle avec nos quatre invités. Merci d'être là, David Jayes. Bonjour. Le micro, vous êtes rapporteur général du Conseil national de la refondation. À vos côtés, Julie Morel. Bonjour. Bonjour. Responsable du pôle innovation et territoire à démocratie ouverte. Régis Passerieux. Bonjour. Bonjour. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, pilote du laboratoire territorial industrie golf de Fosberg. Et à vos côtés, Simon Cario. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez, vous êtes designer au Lab Étaline à la préfecture des Pays de la Loire. Merci beaucoup à tous les quatre. David Jayes, je me tourne vers vous. Alban a bien résumé les enjeux, ces coalitions nouvelles. Comment vous portez ces problématiques? Déjà, je suis très heureux d'être là parce qu'effectivement, le thème, si j'ai bien compris, c'est les coalitions d'acteurs à l'échelon territorial et c'est vraiment l'ADN du Conseil national de la refondation, puisque les trois constats qui ont conduit le président de la République à lancer cette démarche, cette méthode d'action publique, ils touchent tous à la nécessité de construire des coalitions. Le premier de ces constats, nous le partageons tous, c'est la crise démocratique, la coupure qui s'accroît entre les représentés et les représentants. Le sentiment qu'on n'est pas représenté, que la politique ne sert à rien, que l'action publique ne produit plus de résultats. Et donc le désinvestissement, presque la sécession que ça peut produire. Pour y répondre, nécessité de construire des coalitions pour impliquer davantage chacune et chacun, à la fois société civile organisée, mais aussi citoyens. Le deuxième constat, qui aboutit à la même conclusion, c'est que nous faisons face, alors même que notre démocratie s'est affaiblie, à des défis et à des transitions d'une ampleur probablement inégalée, et surtout au fait qu'elles arrivent toutes en même temps. Transition climatique, vieillissement de la population, grand âge, mutation de notre modèle productif, évolution profonde du monde du travail. Ces grandes transitions, elles sont multidimensionnelles, sont des objets extrêmement complexes qui ne peuvent plus être traités simplement par l'action de l'État, par la voie législative, par les instruments classiques de l'action publique. Donc nécessité, là encore,
de prendre en charge ces transitions en construisant des coalitions d'acteurs et en se répartissant les charges et les responsabilités. Et puis le troisième constat qui a mené à cette initiative, c'est le fait que notre service public a besoin de se réinventer, qu'il y a parfois une crise de sens, que les agents publics peuvent ressentir une forme de fatigue, en particulier sur le terrain. Et donc là encore, nécessité, pour réinventer ce service public de proximité, de l'augmenter en enrichissant sa production par les points de vue des différents acteurs, à commencer par les usagers. Il y a des services publics dans lesquels mettre l'usager au cœur de la fabrique n'était pas évident. Et donc l'enjeu du CNR, en particulier des CNR territoriaux qui sont en train d'essaimer dans la santé, dans l'éducation, dans le travail, les services publics de l'emploi local, peut-être demain dans le service public de la petite enfance, c'est justement de mettre toutes les parties prenantes, tous ceux qui participent au fond à ce service public, soit comme agents, soit comme usagers, soit comme partie prenante au sens large, puissent avoir quelque chose à dire sur la fabrique de ce service public, à la fois dans le constat, quel problème vient-il résoudre, quel service rend-il à la population ou aux populations, mais aussi dans l'action. Merci beaucoup. Peut-être Simon Cario sur ces enjeux-là, comment vous les incarnez? Je le rappelle, hein, vous êtes designer au Lab Étaline, laboratoire Étaline, préfecture Pays de la Loire. Peut-être un mot pour présenter votre lab et puis, Exactement. Donc Étaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire est porté par le préfet de région et du coup a été créé en 2017. Donc on fait partie des premiers labs historiques. Et donc nos missions, elles s'inscrivent dans un projet structurant en région Pays de la Loire qui s'appelle CAP 2030 et qui a vraiment pour but d'accompagner les services et la transformation des services de l'État à horizon 2030. Et pour ça, on est structuré en 3 axes. Donc il y a la transformation managériale, comment on forme, on acculture les agents et les managers. Comment la transformation numérique autour des enjeux justement de la simplification et la facilitation des interactions utilisateurs et administration. Et la transformation des méthodes. Et donc c'est un peu le sujet de pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est le Lab Étaline a intégré la méthodologie du design de service, donc qui est une méthodologie centrée utilisateur. Et donc pour ce faire, nous, notre ligne directive, c'est de faire pour et avec l'ensemble des usagers et des agents sur les territoires dans la mise en place de projets de transformation. Et donc on peut accompagner des projets d'accueil du public. Dans l'autre table ronde, on parlait du sujet justement sur les préfectures. Mais c'est surtout aussi, depuis 2 ans maintenant, on a un centre à l'appui de la participation citoyenne. Donc comment justement on va chercher les publics les plus éloignés des institutions. Et donc on a ce volet-là de ce processus justement de récolter leurs paroles et de les embarquer avec nous dans des enjeux de co-construction et comment nous on forme les agents justement à ces pratiques de participation citoyenne par la formation-action. Donc par exemple, je pourrais en revenir plus tard, mais on a un projet autour du lien entre le collège et les familles les plus éloignées de l'institution et de la communauté éducative. Et un troisième volet aussi dans cette transformation des méthodes, c'est qu'on expérimente depuis 5 mois un incubateur de projets. Donc comment justement on pousse l'entrepreneuriat des agents publics, que ce soit pour des projets en interne, mais surtout aussi pour des projets en externe. Donc comment on leur donne les clés, les outils pour aller justement récolter et embarquer les usagers et également les parties prenantes, les associations dans des projets de transformation. Donc aussi un sujet autour des familles en situation de monoparentalité, comment on récolte leurs paroles pour justement mieux répondre à leurs besoins, que ce soit localement en région Pays de la Loire. Merci pour cette présentation. Je me tourne vers vous, Régis Passerieux, une longue expérience dans le secteur public. Vous intervenez aujourd'hui en tant que sous-préfet de l'arrondissement d'Istres. C'est une méthode nouvelle. On parle d'aller vers depuis tout à l'heure. On parle de ces coalitions ouvertes. Comment vous les faites vivre dans votre structure? Nous sommes dans une situation particulièrement aiguë en termes de tension entre les acteurs sur le territoire. Nous avons un site industriel qui a été planifié par l'État dans les années 70 autour du port de Fos de manière extrêmement volontariste et je dirais, comme on le faisait à ce moment, brutale et centrée, il y a 70 ans. Pendant 40 ans, et même 50 ans, cette industrie a vécu sans que depuis 40 ans, il y ait de véritables implantations industrielles, mais par contre avec une série de
de conséquences positives sur l'emploi et puis de conséquences de plus en plus difficiles à supporter en termes d'environnement, de cadre de vie, de pollution, de risques sanitaires. Et puis, avec la transition industrielle que nous sommes en train de connaître, on voit une éclosion de projets comme jamais il n'en a eu lieu. Projet hydrogène, projet de décarbonation, bioraffinerie, toute une série de projets qui vont considérablement bonifier et faire muter une industrie pour la transformer en industrie verte, on pourrait dire, entre guillemets, mais en tout cas positive. Et au moment où on arrive à ce transfert, nous avons eu un incident industriel. Une entreprise qui s'appelle Satis, qui, de manière de haute technologie, qui fait le revêtement des avions et des hélicoptères, qui travaille pour Airbus Hélicoptère, qui est sur ce site de Fosberg, 300 000 habitants, avait passé toutes les étapes de préparation de son projet, temps préparation d'enquête publique, démarche environnementale, pré-études, et sans aucun problème. Et pour se transférer de Marseille sur le site en proximité à Marignane d'Airbus Hélicoptère. Et au moment du passage final, dans la deuxième réunion de concertation, à la suite d'une action des associations qui sont opposées à ce projet, qui est Céveso Seuil Bas, et une usine de très grande qualité en termes environnementaux, la population s'est enflammée. Et ce projet, aujourd'hui, a dû être abandonné. Le maire de Marignane a refusé de signer le permis de construire. Et tous les élus qui avaient construit le projet se sont retirés du soutien au projet, qui est un outil stratégique pour la filière aéronautique française. Et donc voilà un bassin qui, devant lui, doit totalement muter, changer, qui fait la moitié de l'économie départementale, 35% des emplois industriels des Bouches-du-Rhône, un site stratégique aujourd'hui en termes de décarbonation et d'énergie pour l'État, qui doit évoluer. Alors que faire ? On est face à une situation, on a des acteurs totalement émiettés. On a un grand port maritime d'un côté, on a une métropole, une région, l'État. Et donc, quel pouvait être le rôle de l'État ? Le rôle de l'État qui a été discerné et souhaité par le préfet de région, ça a été de recréer un lien pour essayer d'avoir une vision commune. Non pas projet par projet dans le court terme, mais en essayant de se donner une ligne d'horizon. Tous les acteurs, associations, industriels, populations, élus, services de l'État, et d'essayer de construire autour d'une démarche de lab une vision partagée et une stratégie partagée de cette mutation de l'industrie. Sinon, on va avoir un paradoxe. Alors qu'on a supporté pendant 50 ans une mauvaise industrie, on va avoir tout un territoire qui va bloquer au moment où on va passer à une bonification, une mutation de cette industrie. Merci pour cette présentation. Vous posez très bien les enjeux. On va voir les méthodes nécessaires pour avancer. En terminant ce tour de table avec vous, Julie Morel, vous êtes, je le disais, responsable du pôle innovation territoire à Démocratie Ouverte. Rappelez-nous déjà ce qu'est Démocratie Ouverte, ce que vous portez, et puis votre regard sur ces coalitions, cette nouvelle manière de produire l'action publique à l'échelon territorial. Merci. Déjà, merci pour l'invitation. Je crois que c'était important pour vous, Alban, d'avoir la société civile qui soit représentée dans cette table ronde où vous représentez largement des services de l'État. Démocratie Ouverte, c'est une association non partisane qui a une dizaine d'années, qui est diverse dans les organisations qu'elle réunit, les différentes personnes et profils qui soit adhèrent, soit contribuent avec nous à nos activités. Et on a une mission. C'est de donner aux citoyens le pouvoir d'agir pour transformer les systèmes de gouvernement et les systèmes politiques pour permettre de mieux répondre aux grands enjeux et aux grands défis du siècle. C'est une association qui a une activité d'innovation démocratique, donc c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, mais qui a aussi une activité d'animation de communauté, de plaidoyer, et ça fait le lien avec tout ce qu'on travaille en termes d'innovation. Et juste petite page de pub, en particulier sur la question de l'évaluation des dispositifs de participation citoyenne sur lequel la profession, parce que maintenant il y a une profession de la participation citoyenne, se casse un peu les dents depuis assez longtemps. Donc voilà. La chose qu'on avait envie d'amener aujourd'hui, c'est deux innovations démocratiques, enfin, en tout cas deux partenaires qu'on accompagne en termes d'innovation démocratique en ce moment. Je vais commencer par l'exemple le plus court. C'est un syndicat mixte de traitement des déchets dans la région de Libourne qu'on accompagne sur quelque chose qui paraît être très petit comme coalition ouverte, et pourtant, moi, on m'aurait dit il y a 6 mois, date à laquelle j'ai pris mes fonctions à la Démocratie Ouverte, que ça existait et que ça fonctionnait, j'y aurais pas cru, alors que ça fait 15 ans que je travaille dans ce milieu-là. Cette coalition, c'est celle des élus, des agents et des citoyens. Et en termes d'innovation démocratique, là, l'innovation, ça a été de mettre à équivalence chacun de ces profils-là pour co-décider
un plan d'action pour aller vers un territoire zéro déchet. Et en ce moment, ils sont en train de mettre en œuvre, donc le SMICVAL accompagne des citoyens qui ont émergé de cette première démarche initiale pour mettre en œuvre eux-mêmes, en tant que citoyens, ce plan d'action. Et là où c'est intéressant, c'est que cette coalition a permis de faire émerger ce fameux plan d'action qui a été pris en délibération telle quelle par le conseil syndical du SMICVAL. Et là, en termes de lien entre l'implication et l'impact direct sur la décision publique, on voit bien qu'il y a un champ des possibles qui se concrétise et qui se fait jour avec ce type d'innovation. La deuxième que je voulais partager avec vous, c'est là on travaille avec Est Ensemble, une communauté d'agglos dans la région parisienne, qui a monté sa première convention citoyenne pour le climat locale. L'idée, quand ils sont venus nous chercher, c'était d'innover en lien avec les conventions citoyennes. Pour info, Démocratie Ouverte a été avec d'autres à l'origine de la convention citoyenne nationale pour le climat. Et du coup, l'idée là, c'était d'innover et de se poser la question de comment est-ce qu'on embarque les générations futures. Là où souvent dans une convention citoyenne, on est avec des personnes déjà adultes, voire majeures. Donc on a fait une première phase, on a du coup impliqué ces jeunes-là, et aujourd'hui on est dans une phase de mise en œuvre par des groupes de jeunes de certaines propositions de cette convention citoyenne pour le climat local. Et c'est là que la question de la coalition ouverte se pose, c'est qu'il a fallu financer ça. Et il a fallu trouver des alliés pour faire ça, sachant qu'une communauté de communes n'a aucune compétence en lien avec l'éducation nationale, c'est bien la seule. Donc la quadrature du cercle était nécessaire à trouver. Et donc on se retrouve avec un projet qui permet de faire participer des jeunes à la mise en œuvre d'actions en lien avec les propositions d'une convention citoyenne pour le climat. Et ce projet implique aujourd'hui Démocratie Ouverte, cette communauté d'agglomération Est Ensemble, l'éducation nationale, nos innovateurs démocratiques qui vont accompagner chacun de ces groupes de jeunes et leurs enseignants encadrants, mais aussi la Fondation SNCF et une plateforme de financement participatif. Et on s'est rendu compte par cette contrainte, je dirais, financière, qu'en réalité, ça nous permettait aussi de continuer à donner du sens pour un projet qui soit, on dira, à 360. Et du coup, c'est une des premières bonnes pratiques, si ce n'est piste de réflexion, je voulais livrer sur la fin de ces interventions. C'est la nécessité probablement dans nos démarches d'innovation publique et pour ce qui nous concerne d'innovation démocratique, de considérer la contrainte comme quelque chose de créatif. Voilà, c'était pierre à l'édifice. Merci beaucoup. David Jez, on le voit, le contexte, puis ces méthodes bousculent la manière de livrer, si je puis dire, l'action publique. C'est très intéressant ce que vous dites, Julie Morel, c'est faire des contraintes du contexte, un champ d'opportunité. C'est un peu votre motivation au Conseil national de la refondation. C'est votre méthode? Alors d'abord, le Conseil national de la refondation, le nom peut prêter à confusion, mais ce n'est pas une institution. C'est une méthode, c'est une démarche. Moi, je dis souvent que c'est le laboratoire de l'action publique décloisonnée que nous appelons tous de nos voeux, avec une forte impulsion de l'État. Mais au fond, c'est un objet commun. Et je dis souvent à nos partenaires, les partenaires sociaux, les associations d'élus, les collectivités territoriales, le mouvement associatif en général, qu'il faut qu'ils s'en emparent et qu'ils coproduisent, en quelque sorte, qui participent à ce bien commun qu'est le CNR, le Conseil national de refondation, dans sa déclinaison territoriale, notamment sur l'éducation avec la démarche Notre école, faisons-la ensemble, et sur la santé avec Notre santé. L'idée, c'est de donner aux acteurs de terrain, que ce soit les usagers, les producteurs du service public, les agents publics, les élus, les associations, les entreprises, des marges à la fois discussion pour essayer d'identifier quels sont les problèmes spécifiques qui se posent sur le terrain, parce que tout n'est pas homothétique. Il y a des problèmes structurels qu'on retrouve partout en France, et puis il y a des choses qui sont, notamment en matière d'organisation, qui sont très différentes d'un terrain à l'autre. Donc d'essayer de partager ensemble un diagnostic, partager ensemble des contraintes aussi, et puis d'imaginer des réorganisations, des solutions locales, des innovations, des projets de transformation, avec, une fois que ce projet est abouti, un financement. Ouais. C'est très important de le dire. Donc, par exemple, dans le cadre des concertations qui se déroulent dans les établissements scolaires, nous avons un fonds d'innovation pédagogique qui va être abondé à hauteur de 500 millions d'euros sur la mandature, 150 millions d'euros pour l'année prochaine, qui viendra financer les projets pédagogiques sur lesquels enseignants, parents d'élèves, chefs d'établissement, élèves,
entreprises, associations, élus se seront mis d'accord. C'est pareil pour la santé, avec la mobilisation des fonds d'intervention régionaux, des agences régionales de santé. Et l'idée, en fait, c'est pas simplement d'amener des acteurs à construire des projets ensemble, mais c'est une démarche itérative. C'est-à-dire que les acteurs se lancent dans une concertation assez rigoureuse, puisqu'une concertation, ça suppose de respecter un certain nombre de principes. Ils en dégagent un projet dont on espère qu'il est robuste, parce qu'il est travaillé par tous les acteurs, il repose sur un bon diagnostic. Ce projet est financé, il est engagé, les acteurs s'auto-évaluent en quelque sorte, et puis se lancent dans un second projet, et pourquoi pas dans un troisième projet. Et pour moi, ce qui est important, aussi important que les projets, et l'impact qu'on attend de ces projets sur des choses aussi importantes que la réussite scolaire, que la lutte contre les inégalités scolaires ou en santé, que la permanence des soins, que la lutte contre les déserts médicaux. Ce que j'attends de manière transversale de ces projets, ce que nous attendons collectivement, c'est que les acteurs prennent le goût à la coopération, à l'échelle du bassin de santé, à l'échelle du bassin d'emploi, à l'échelle de l'établissement scolaire, et que la fabrique du service public repose de plus en plus largement sur ces méthodes ouvertes et décloisonnées. Donc c'est un travail d'infusion lente. On ne peut pas espérer évidemment une transformation profonde du système en quelques semaines ou en quelques mois. Et la confiance entre acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, ça met du temps à se construire. Mettre l'usager au cœur du service public, c'est pas si simple dans des écosystèmes comme la santé, parce qu'on a du côté des offreurs de soins une très bonne organisation avec des professions, des ordres qui sont institutionnalisés. Mais du côté des patients, pareil pour le grand âge, on entend très peu la parole des résidents dans les EHPAD. Je suis toujours été frappé, au moment de la crise Orpea, on entendait beaucoup parler des directeurs d'établissements, on entendait parler des syndicats d'aidants ou de soignants, on entendait parler parfois des proches aidants, mais jamais des résidents. On ne donne jamais la parole à ces gens. Et donc, évidemment, l'enjeu du CNR, c'est de remettre cet usager au cœur. Une dernière chose peut-être sur le lien entre le local et le national, parce qu'il y a une démarche, évidemment, de reconception du service public à l'échelle de proximité. Donc, bassin de santé, bassin d'emploi, sachant que les échelles, il n'y a pas d'échelle en soi. Ce sont les acteurs qui décident de ce qui est la bonne échelle pour eux. Mais il y a aussi, évidemment, des constats substantiels qui ne peuvent être traités qu'au niveau national. Et donc l'enjeu, c'est de créer aussi un canal qui permet de faire remonter au niveau national des constats, des réflexions, des pistes qui pourront ensuite être versées à l'action publique au niveau national. C'est ce que le ministre de la Santé, François Braun, est en train de faire, par exemple. Les concertations qui se déroulent à l'échelle des bassins de santé, elles vont déboucher sur des projets locaux, mais elles font aussi remonter des choses, des constats et des idées qui alimenteront ensuite de l'action publique au niveau national. Plusieurs dimensions. Je vous voyais réagir, Régis Passerieux. Il faut convaincre, il faut expliquer. Vous parliez d'une infusion lente. Il y a un travail de pédagogie en la matière. Ces nouvelles méthodes fonctionnent, mais il faut convaincre. Le danger, c'est de vouloir trop convaincre. Je m'explique. Oui, parce que le premier pierre d'achoppement qu'on a identifié, c'est d'avoir une démarche qui est présentée et reçue comme nous avons un problème sur l'acceptabilité de la mutation de l'industrie. Il va falloir gaver les oies, excusez-moi de l'égalité de le thème, il va falloir faire accepter, rendre acceptable notre schéma, notre vision, notre projet industriel. Et donc préconstruit, ensuite le faire adopter en tant que tel. C'est extrêmement dangereux. Justement, il faut parvenir dès le départ, à partir, je dirais, comme disent les spécialistes du budget, des nouvelles constatations budgétaires, en base zéro, et d'accepter de se remettre en cause dès qu'on lance cette initiative. Et ça, c'est le plus difficile. Il y a plusieurs conditions préalables pour pouvoir le faire. La première, et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps, c'est de bien expliquer à tous les acteurs qu'un lab territorial qui va définir une politique territoriale avec une multiplicité d'acteurs et avec les populations, ce n'est pas un outil qui va décider. C'est un outil qui va éclairer l'ensemble des décideurs qui ensuite, comme un orchestre, vont devoir jouer ensemble sur un territoire. Et donc, il n'y a pas de changement dans la prise de décision. Les communes continuent, la métropole à adopter leur PLU, à faire leur SCOT, les industriels à développer leurs projets, les associations à organiser des réunions d'information. Il faut que ça, c'est le premier point.
Deuxième point, il faut ensuite que des gens qui ne se parlaient pas beaucoup, paradoxalement sur un territoire quand même extrêmement dense, arrivent à trouver le même langage. Et pour ça, il faut se libérer d'un certain nombre de contraintes et de tics, je dirais, que nous avons tous, administration, fonctionnaires. Bon, le costume, et voilà, il faut qu'un docker de la CGT puisse parler de sa vision du port à un industriel ou à une mère de famille qui va être dans un caucus de citoyens et qui est professeur dans un collège dans une ville moyenne. C'est pas évident, et donc il faut faire cette deuxième étape. Et troisième étape, il faut véritablement, et c'est extrêmement important, et c'est pour ça qu'on y a veillé, qu'on se mette bien d'accord, qu'on va se comprendre, on va analyser ensemble des problématiques, on va analyser les enjeux qui vont nous bouleverser sur le territoire, on va analyser les points aujourd'hui de rupture qui nous freinent ensemble, mais on va le faire sans idée préconçue, c'est-à-dire qu'on va sortir sur des scénarios, sur des méthodologies qu'on n'a pas prédéterminées et qu'on est prêt, et c'est une charte dès le départ sur laquelle il faut se mettre d'accord, on est prêt à accepter, y compris d'avoir des divergences à la fin du cycle, préemptées dès l'origine. Ça veut dire du temps, avant de lancer le projet surtout, et de pas lancer le projet de travail avant que chacun soit bien d'accord sur ces règles du jeu. Alban. Oui, c'est un point qui me paraît extrêmement important sur le sujet du rapport à la décision. Vous étiez très clair en disant, voilà, on va éclairer la décision, mais la décision se passe à des endroits précis. Peut-être en rebond, Julie, par rapport au premier projet dont vous parliez en amont, dans la région de Libourne, le plan d'action de territoire zéro déchet, vous parliez de co-décider. Donc, comment on a été jusqu'à la codécision et qu'est-ce que ça implique, la codécision, pour que ça fonctionne convenablement ? D'abord, en fait, je voulais juste dire une chose, c'est que moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions d'implication des citoyens dans les politiques publiques, et rien que là, à 4 autour de la table, on a quasiment fait l'état des lieux de ce qui aide et de ce qui freine ce genre de démarche. Du coup, je trouve que déjà, c'est super riche. Merci. Pour ce qui concerne le SMICVAL, en fait, juste dire que ce qui a été utilisé, je vous passe les détails de la création du panel, mais c'est un panel qui a été fait avec des élus en charge, mais pas que, du syndicat mixte, des agents en charge, mais pas que, du syndicat mixte, des citoyens volontaires, si je me souviens bien, et j'étais pas encore là, et des citoyens qui ont été tirés au sort, mais dans une modalité de tirage au sort qui est particulière, avec, j'en parle là, ça vous permettra d'avoir une anecdote, avec littéralement lancer de fléchettes sur une carte du territoire, et porte à porte autour de là où la fléchette était avait atterri, et ce porte-à-porte a été fait avec des binômes élus-agents. Donc déjà, on a un engagement dans la démarche des gens qui vont être à équivalence ensuite avec les citoyens. Et cette notion d'équivalence est importante. Et elle est autant importante que difficile à réaliser dans la vraie vie une fois qu'on y est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce panel-là a travaillé ensemble à l'émergence d'un plan d'action. Ils l'ont écrit ensemble et ils se le sont validés ensemble. Et ils l'ont validé avec une méthode de gestion par consentement mutuel, qui est une méthode qui existe depuis un certain temps dans les dynamiques de gouvernance partagée et qui va rechercher le consentement et non pas le consensus, qui est un risque de ce que vous disiez. C'est pour ça que j'aimais que vous disiez qu'il fallait aussi, dans la posture, accepter le désaccord, se mettre ensemble et être en coalition ouverte. C'est pas chercher un consensus mou en permanence, c'est s'accorder sur le fait que parfois, et c'est un terme qu'on utilise dans mon métier, qu'il y a des désaccords fertiles qui sont riches de nouvelles pistes de travail, et c'est le principe même de l'intelligence collective, et je crois que c'est ce qu'on cherche dans ce que vous décrivez là depuis le début de la table ronde, c'est d'être plus intelligent à plusieurs qu'intelligent seul dans son coin. Donc voilà comment ils ont fait au SMICVAL, et en fait une fois qu'on a embarqué ceux mêmes qui vont ensuite porter ce propos-là, qui vont pouvoir légitimer la parole de ce groupe-là dans l'instance conseil syndical, et bien en fait derrière ça déroule quasiment tout seul. Et juste pour revenir sur cette histoire de consensus mou dont on peut accuser souvent les dispositifs de concertation ou de participation citoyenne, pour vous dire que dans ce plan d'action du SMICVAL, il y a une action qui n'est pas moins radicale qu'une plastique attaque. Donc concrètement, aller confronter des dirigeants de supermarchés ou autres au fait qu'ils continuent de vendre des choses trop emballées. Et cette chose-là est passée parce que, en délibération comme ça, telle quelle, parce que construite, et je reviens avec un des propos que je voulais dire, mais parce que derrière, il y a du sens. On sait pourquoi, on sait retracer les échanges, et déjà, il y a un collectif qui peut contribuer à ça. Merci beaucoup. Simon Cario.
sur ces problématiques-là et sur la manière dont vous intervenez concrètement, comment vous faites vivre ces coalitions ouvertes. On a évoqué des projets très opérationnels. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, ça prend du temps justement d'aller chercher la parole des usagers, des citoyens. C'est dans le cadre justement de notre centre à l'appui de la participation citoyenne où, en lien avec l'Académie et le rectorat de Nantes, on s'est intéressé, on a été sollicité justement sur le lien entre les familles les plus éloignées et le système éducatif. On a mis 1 an et demi à franchir la porte d'une maison, de 10 maisons, d'être accueillis par des familles dans leur salon pour nous raconter leur histoire et leur lien justement avec le collège. Et donc ça a mis du temps et c'est tout un processus justement où là, nous, on a embarqué les collégiens avec nous sur de l'animation, sur de la co-création d'ateliers, sur de la co-création de supports de présentation à destination de leur famille, de leurs parents, du projet. On s'est entouré des acteurs locaux, de l'écosystème présent, que ce soit des associations et l'espace jeunesse de la ville. Et on est intervenu dans le collège René Cousinet à Chantonnay, en Vendée. Et donc, c'était assez intéressant de voir toute cette démarche qu'il faut pour vraiment recueillir cette parole. Et nous, chez Étaline, on prône le qualitatif au quantitatif. On prend du temps avec chaque personne qu'on rencontre, justement à ce qui nous raconte leur histoire et leur expérience. Et on est arrivé au bout d'1 an et demi justement à de la co-construction de solutions, justement autour du lien et la rupture entre le primaire et le collège, qui est assez brutale pour de nombreuses familles, justement sur comment le collège peut mettre en place des choses pour accompagner cette transition avec l'arrivée d'un kit, comment les agents et les professeurs peuvent être formés justement à de la facilitation et une demande justement exprimée de ces familles. Et là, c'est un travail qui a été fait vraiment en tripartie justement avec nous. On était plus en position très neutre de facilitation. Et ces familles qui ont écouté et qui ont co-créé avec la communauté éducative des solutions. David. Si j'étais un peu taquin, je dirais que vous avez fait du Conseil national de la refondation sans le savoir ou avant l'heure, puisque ça fait partie effectivement des projets forts, les liaisons primaires-collèges sur lesquels les établissements qui se sont lancés dans la démarche travaillent. Je pense à un collège dans la Marne, à Pont-Faverger-Moronvilliers, qui est un collège rural avec 6 écoles primaires dans le secteur. Et le chef d'établissement qui s'est engagé dans le Conseil national de refondation a réuni presque 80 personnes, à la fois des élus, des professeurs des écoles et des inspecteurs de l'éducation nationale, des parents, des élèves, pour justement travailler sur cette question qui est très, très épineuse des liaisons primaires-collège. Et j'ai bon espoir que derrière, il y a un projet très ambitieux qui puisse être déployé et financé. Donc c'est vraiment, je suis très heureux d'entendre cet exemple parce que c'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans les démarches de transformation publique qui sont au cœur des CNR territoriaux. Merci beaucoup. À ce stade de la discussion, n'hésitez pas, vous qui nous suivez en ligne, à intervenir sur le chat et à poser toutes vos questions. Vous avez la possibilité aussi, si vous avez des questions, levez la main, on vous amène un micro et vous réagissez. Pas de questions. Régis Passerieux, il faut du temps, mais en même temps, il faut aller vite aussi. Il y a des urgences, il y a des crises multiples auxquelles il faut répondre. Comment prendre le temps quand il y a aussi le temps de l'urgence ? L'essentiel, c'est d'avoir une profondeur de champ. Bon. Il y a un moment où, quand on lance une coalition pour essayer de dire on va reprendre et réanalyser l'ensemble du problème ensemble sur un territoire de 300 000 habitants, disant que ça ne peut pas se faire en quelques semaines ou en quelques jours, c'est impossible. En même temps, les défis arrivent très très vite parce que nous sommes dans une société d'accélération de tout le temps. Et c'est cette accélération d'ailleurs qui crée les blocages. Donc tout ça, c'est la même équation. Je dis, il faut donner de la profondeur de champ. Il faut expliquer à nos partenaires, à l'ensemble des partenaires qui vont s'impliquer, aux associations, qu'il ne s'agit pas de se réunir sur un court terme. Il s'agit de pouvoir, dans la longue durée, s'investir durablement pour connaître un secteur et tout de suite essayer d'en débattre. Ce qui ne veut pas dire qu'immédiatement, on va tirer des enseignements parce qu'il va jaillir des choses qui sont tout à fait surprenantes et des grandes qualités, beaucoup plus vite qu'on l'imagine et beaucoup plus vite que les acteurs qui ont réticence à s'engager eux-mêmes n'imaginent pouvoir le produire.
C'est ça qui est frappant. Donc il faut surtout apaiser pour aller vite. C'est paradoxal, c'est contradictoire, c'est contre-intuitif si je puis dire, mais c'est comme ça qu'on peut bâtir les choses. Nous avons créé un comité de préfiguration, c'est pas très long. Du mois de mai à septembre, on s'est donné le temps de faire un comité de préfiguration avec la métropole, la région, des industriels, des associations, et puis de se dire vraiment comment on va travailler, à quel rythme on va travailler. C'est difficile, avec des acteurs aussi nombreux, de créer un consensus. Il y a des attentes, des intérêts qui peuvent être très divergents. Il faut jouer carte sur table, et il faut prendre le temps de passer des heures dans une salle de réunion, et de prendre le temps de bien expliquer les règles du jeu, et très vite, on se met d'accord, parce qu'il y a une volonté absolument incroyable de s'impliquer, de discuter, d'échanger. Dès qu'elle commence à jaillir, c'est d'une richesse inouïe. Donc, je pense qu'il faut donner une ligne d'horizon. Pour pouvoir traiter les projets de court terme industriels dans 6 mois, il faut ensemble avoir commencé à se dire qu'on définit notre ligne d'horizon de l'industrie dans le cadre de vie à 20 ans. Oui. Ça paraît contradictoire, et pourtant ce n'est possible qu'à condition de raisonner ainsi. Julie Morel, cette approche temporelle de temporalité multiple est essentielle, mais c'est hautement complexe également. Oui, alors sur des projets moins impactants et moins stratégiques, encore que la piétonisation de certaines rues dans certaines villes, c'est au regard des transitions tout aussi stratégique probablement. Mais on a tendance à dire que la participation citoyenne, si elle est lente et qu'elle paraît faire perdre du temps à certains agents ou certains des élus en amont des projets, ça permet d'en faire gagner après, parce qu'en fait... on a moins de risques d'opposition, on a moins de risques de crise locale, et donc c'est du temps qui est investi en fait pas au même endroit. Donc c'est le même temps, mais c'est juste qu'on le prend en amont et on le prend pour faire des choses plus robustes, plus intelligentes et dans ce que vous décriviez sur ces énergies en fait de gens qui ont envie de s'impliquer, etc. Moi, ça me permet de rebondir et de dire que en réalité, quand on fait de la transformation de l'action publique, quand on reconçoit des services publics ou qu'on repense des projets au service du public ou au service d'un territoire, en fait, on ne le fait pas tant pour la figure de l'usager, qui est un terme qu'on utilise beaucoup dans nos métiers sur l'innovation publique, mais on le fait pour et surtout avec les citoyens. En fait, cette figure du citoyen, si on la réintroduit dans nos réflexions, tout à la fois, elle nous permet d'augmenter le niveau d'exigence, mais elle nous permet aussi de nous donner un cadre plus intéressant et de travailler davantage en confiance, parce qu'on est ça nous permet aussi de travailler dans un cadre où on a tous et toutes des redevabilités. C'est-à-dire que oui, le citoyen a le droit d'exiger et de revendiquer. Pour autant, il a aussi la possibilité de s'impliquer pour peu qu'on lui ouvre des espaces où le faire. Et moi, j'invite vraiment, et c'est la deuxième fois que je le fais en venant au lieu de la transformation publique, mais à se souvenir de ça quand on fait de l'innovation publique. Faire un service public, c'est faire plus que le service qu'on va délivrer au public. C'est vraiment s'adresser à la figure du citoyen et embarquer dans le service public des choses qui vont concerner l'émancipation des individus, l'égalité, etc. Et à ce titre-là, sur égalité, si je peux reprendre la parole à un moment donné, ça sera volontiers. On vous relance. David Jez, à vous écouter, finalement, ça relève d'une forme d'évidence que le citoyen soit au cœur de toute la réflexion. Ça veut dire peut-être que pendant trop longtemps, l'administration, l'action publique s'est transformée par et pour elle-même. On est dans un pays, ça a d'ailleurs produit de bonnes choses, mais on est dans un pays où l'État a précédé la nation d'une certaine manière. Donc il y a une forme d'exorbitance de l'action publique qui aujourd'hui n'est plus de saison. Il faut changer nos modes de production de l'action publique. Moi, je dirais usager-citoyen, parce que le risque, si on introduit le silo citoyen, qui peut être un silo comme un autre, c'est qu'on ait des gens qui aient un raisonnement excessivement abstrait vis-à-vis des services publics en disant il faudrait ceci ou cela. Alors que ce qui est très important, c'est de toujours avoir en tête le public. D'ailleurs, le philosophe Dewey disait la notion de public, c'est quelque chose qui est entre la société civile et l'État. Vous voyez, c'est à quel public s'adresse le service. Les usagers, les patients, les résidents dans les EHPAD. Là où je suis entièrement d'accord, c'est que en fait, toute la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous vivons une crise démocratique où les ressorts classiques de la démocratie représentative sont affaiblis, alors même que les transitions que nous devons conduire ou affronter, je pense à l'action climatique, mais je pourrais en citer d'autres, nécessite au contraire d'introduire davantage d'objets dans le débat public et dans l'espace des controverses. C'est-à-dire que longtemps, en fait, les services publics n'ont pas vraiment été
n'ont pas vraiment fait l'objet d'une appropriation démocratique. Mmh. Et quand on Trop parle, vertical. c'était en dehors de l'espace de controverse qui est celui de la démocratie. Quand on parle de démocratisation scolaire, par exemple, à mon avis, c'est une erreur, c'est un contresens, c'est de la massification scolaire. Mais le mode de production du service public, au fond, restait le même. Et donc tout l'enjeu, et c'est ce que dit souvent le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, c'est de passer de la massification à la démocratisation scolaire. Et la démocratisation du service public, ça passe par ces conférences de parties prenantes qui comprennent évidemment les acteurs du service public, les producteurs du service public, mais aussi les usagers citoyens. Difficile de distinguer s'agissant de l'école ou de la santé, puisque nous sommes et serons tous des patients, des élèves, des parents d'élèves, mais aussi la société civile organisée, les entreprises, les associations, les élus. Et c'est un changement de posture et un changement de culture complet. Et je dis que c'est un changement de culture pas simplement pour l'État, pour tout le monde. Parce que ce qu'on voit dans les premières semaines du Conseil national de refondation, c'est que nous avons profondément intériorisé un certain nombre de postures et que, vous allez peut-être être surpris par ce que je vais vous dire, ce n'est pas toujours du côté de l'État qu'il y a le plus de crispation, de résistance, de défaut d'appropriation. C'est parfois du côté d'autres parties prenantes, en particulier dans la société civile organisée. Le monde associatif, le monde syndical, qui a lui aussi intériorisé une certaine façon d'interagir avec l'État qui n'est plus de mise, qui n'est pas une posture de coproduction, qui est une posture parfois excessivement défensive ou de jeu de rôle, où on... Voilà, qui a une histoire qui s'explique, mais je veux dire, qui vient pas de nulle part, bien. Non, tout à fait, qui s'explique par le cheminement propre de la Ve République aussi. Mais je veux dire, donc le changement, il est général et il vraiment, il nous convoque tous en fait à faire un pas de côté. Et ce que le président de la République a profondément voulu avec le Conseil national de refondation, c'est pour le moment, il y a encore un travail pour le faire comprendre, mais c'est que en fait, chacune et chacun soit capable de faire ce pas de côté qui va nous permettre sur ces sujets d'intérêt vital, et ça n'enlève rien à la controverse démocratique, ça n'enlève rien aux institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, au contraire, mais c'est d'avoir un espace dans lequel on fait un pas de côté et on essaie d'adopter cette intelligence collective pour produire les politiques publiques, tant au niveau national qu'au niveau local dans le service public. Ce que dit M. Geiz est tout à fait exact. Il y a vraiment une situation dans laquelle les différents groupes qui constituent le débat public depuis des décennies sont prisonniers de leur posture. Ouais. Malheureux d'ailleurs, mais prisonniers de leur posture, et pas forcément heureux, même s'ils ont chacun leur fonds de commerce. Et ce qu'on a essayé à faire dans la méthodologie qu'on a choisie est un peu nouveau, c'est-à-dire d'avoir un caucus de citoyens tirés au sort qui travaillent directement avec les syndicats, les industriels, les élus, en échantillon, et de manière égalitaires, qui se mettent dans un brassage pour faire un diagnostic commun de l'état de la situation, pour découvrir ensemble des auditions de spécialistes, et pour aller visiter des usines ensemble, pour vivre ensemble, d'abord, dans un premier temps, parce que ces personnes qui vivent ensemble sur un territoire depuis des décennies et qui construisent des choses en parallèle ne se connaissent pas et ont un langage tout à fait différent. Si on ne passe pas par cette étape, on ne peut pas passer dans l'étape suivante, qui est celle de la co-construction. Simon Cario, pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça doit marcher? Parce qu'il y a ces connexions qui n'existaient pas, ces coalitions telles que les a présentées Alban en introduction, c'est ça? Parce que les crises font qu'il y a une urgence à obtenir des résultats. Enfin, pour vous exprimer une bonne pratique sur un petit territoire, nous, dans notre lab d'innovation Étaline, où on accompagne justement des intrapreneurs sur des enjeux. Et là, on a accompagné Anne Postic, la commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, sur un sujet justement des familles en situation de monoparentalité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, elle s'est questionnée sur comment on peut les embarquer avec elle, et avec sa stagiaire Salomé Robin, sur justement prendre en compte leurs besoins et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place à l'échelle de la région Pays de la Loire pour les accompagner. Et là, elle a ouvert la porte d'un écosystème présent en Maine-et-Loire qui était autour d'un centre social et d'un groupe de parole de parents solos, ils appellent ça. Et donc là, ce projet-là a permis de fédérer cet écosystème-là avec l'État qui est arrivé en région Pays de la Loire et justement ce centre social-là sur justement mettre en place un chéquier pour ces familles-là qui puissent accéder au répit. Un simple, prendre 15-20 minutes de faire une activité ou 1 heure. Et l'écosystème présent dans les territoires proposait justement, et c'était quand on ouvre la porte, c'est
ils avaient déjà réfléchi à tout ça. Et là, elle est venue injecter une idée de solution avec du financement et qu'on est prêt à aller tester et prototyper sur le terrain. C'était le bon moment, en fait, qu'il y avait eu la réflexion. Il y a eu le bon moment, les bonnes coïncidences. Et après, là, on est dans une démarche de réflexion, de se dire, on parle souvent d'essaimer, que chaque territoire puisse faire la preuve après de cette même solution. C'est là, on est dans un travail, elles sont dans un travail de documentation. Qu'est-ce qui ont été les clés de réussite, les acteurs présents sur les territoires, pour justement transmettre à d'autres acteurs, que ce soit dans la région, mais en France, sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, sur justement embarquer des familles en situation de monoparentalité dans leurs besoins au quotidien. Donc le répit était une piste de solution, mais on peut ouvrir beaucoup d'autres portes dans ce sujet. Dans la première table ronde, le fait que les labs se parlent entre eux, et notamment les labs, mais les acteurs publics. Alban. Pour tirer la pelote de la documentation et de cette nécessaire analyse et de retour d'expérience sur tout ce qui se fait, à la DITP, nous, on est en train d'essayer de travailler aussi avec des chercheurs en sciences sociales, sciences humaines et sociales, pour justement documenter et faire avancer ces différentes démarches. Ça passe en amont par des revues de littérature, par la connaissance, par de l'état de l'art aussi, parce qu'il y a déjà de la littérature qui existe sur ces sujets. Ensuite, dans une logique plus de mise en œuvre, ça va être des projets, des programmes de recherche-action, pour que ça soit accompagné par des chercheurs qui puissent finalement, au fil de l'eau, documenter ce qui se fait et de pouvoir en tirer des conclusions en termes d'amélioration continue. Et puis aussi, après coup, bien sûr, ces chercheurs, ils peuvent nous être très utiles dans l'évaluation et la capitalisation. Parce qu'il y a encore, finalement, souvent un risque de refaire tout depuis le début, de réinventer finalement un peu la poudre, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites, à différentes échelles certes, mais beaucoup de choses qui se sont faites. Et donc il y a cet enjeu aussi de capitalisation et de pouvoir finalement partager au mieux les bonnes pratiques, mais aussi les écueils, et pouvoir du coup aller plus loin dans ces dynamiques de coalition. Merci beaucoup. Il nous reste une dizaine de minutes d'échange. Alors sur le chat, allez-y, posez vos questions maintenant. Il y en a quelques-unes que je vais relayer. Et puis là, levez la main, on vous amène le micro si vous avez la moindre interrogation ou ça va venir. Oh, le micro va arriver. Bon, il n'y a pas de... OK. Julie Morel, donc capitaliser sur les bonnes pratiques, c'est votre job aussi que de regarder, parce qu'en matière sur des enjeux de démocratie participative, de co-construction, beaucoup de choses ont été faites, d'aller regarder ce qui a été fait, d'aller regarder et de comprendre. On parlait tout à l'heure des échecs et les mettre en discussion, d'aller voir pourquoi ça n'a pas marché, et puis s'appuyer aussi pour les nouveaux dispositifs. Oui, je crois qu'autour de la table, on partage la démarche d'innovation en tant que telle. Donc cet enjeu de la documentation et de la capitalisation, c'est un enjeu fondamental. Et nous, à Démocratie Ouverte, on y contribue depuis le début de l'association, étant donné que l'ensemble des productions qu'on réalise avec nos partenaires dans le cadre d'expérimentation d'innovation démocratique sont mises en Creative Commons sur notre site internet dans un espace ressources, site qu'on est en train de refondre justement pour aller vers davantage de partage. Et c'est un véritable enjeu. Et longtemps, moi, je me suis posé la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire, toute cette mise en ligne. En fait, tout le monde bricole un peu son centre de ressources. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que oui, c'est nécessaire. Et peu importe la multitude de centres de ressources, plus ou moins exhaustifs, plus ou moins aboutis, etc. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ça offre des portes d'entrée au plus grand nombre. Que ce soit une porte d'entrée territoriale, que ce soit une porte d'entrée thématique, que ce soit une porte d'entrée innovation. Et ce qui compte, c'est d'embarquer. Et peut-être qu'on se superpose les uns aux autres, voire qu'on se marche dessus. Mais finalement, pourquoi pas ? Ce qui me permet aussi de dire que dans ce qu'on fait en termes d'innovation démocratique, il y a l'importance de l'échelon sur lequel on le fait. J'entends qu'au Conseil national de la résistance, vous avez une volonté de la refondation. Bon, on doit vous la faire régulièrement, non ? Ouais, je suis désolée. C'était celle fois de la journée, c'était moi. Voilà, c'est fait. Navré. Donc au Conseil national de la refondation, vous avez cet enjeu d'aller dans les territoires. Et effectivement, on ne peut que comprendre cet enjeu, nous, là où on est, parce qu'on voit bien que dans les territoires, il y a quelque chose, on parlait de lien, d'interpersonnel, qui est évidemment plus aisé du fait de la proximité géographique, mais aussi du fait
parfois d'une pression médiatique qui est bien différente, du fait justement de coalitions d'acteurs qui sont déjà présentes, d'alignements de planètes, comme vous l'avez décrit, qui sont déjà à peu près préparés. Et nous, au sein du labo de démocratie ouverte, c'est ce qu'on recherche en permanence pour lancer de nouvelles expés. C'est comme ça qu'on appelle ce qu'on fait. Et donc l'échelon me paraît important. Pour autant, et je reboucle avec mon petit propos sur l'égalité que je voulais dire, pour moi, il y a quand même quelque chose à faire remonter, justement, vu que vous appeliez à ça, Monsieur Giles, au niveau de l'État, c'est que, à mon sens, à notre sens, il y a un risque d'inégalité territoriale, en particulier sur les innovations démocratiques, qui ouvrent finalement de nouveaux droits à des citoyens, mais pas de manière égale à l'échelle de tout le territoire national. Et en cela, il y a un enjeu, et je pense au niveau de l'innovation publique aussi, à essaimer, pour le coup, à capitaliser, et que collectivement, on porte cette responsabilité, parce que demain, il y a un enjeu à proposer quelque chose de l'ordre de l'égalité territoriale, qui est quand même une des valeurs de la devise de notre République. Voilà, dans ce sens-là. Donc, voilà mon petit point sur la capitalisation. Très, très bien. Quelqu'un dit dans le chat, abondance de biens ne peut nuire. Il faut continuer. Il vous y encourage. David Jez, sur ce risque de distinguo entre les territoires. Alors d'abord, la démarche de refondation n'est pas exclusivement une démarche d'innovation. Je dirais que c'est plutôt une démarche de transformation publique, c'est-à-dire une autre méthode pour produire le service public. Et il n'est pas nécessaire de vouloir incuber de l'innovation pour participer à la démarche de refondation. C'est-à-dire, dans les projets pédagogiques ou dans les innovations, enfin dans les projets en santé, on va trouver des choses qui ne sont pas à proprement parler des innovations. Et c'est très bien, parce que on n'est pas, cette injonction à être systématiquement innovant n'est pas toujours bienvenue. Et puis, il y a aussi effectivement un souci d'égalité qui est très fort, sauf que la production, c'est-à-dire que très longtemps, me semble-t-il, on a proclamé l'égalité et en fait, dans la réalité, on a produit de l'inégalité. Et là, ce qu'on veut, c'est plutôt avoir un autre mode de production de l'égalité, mais plutôt par capillarité, par essaimage, par dissémination. C'est-à-dire, il y a un enjeu de faire entrer progressivement tous les établissements scolaires qui le souhaitent, c'est parce que c'est sur la base du volontariat, les bassins de santé, les groupes de soignants, les citoyens, les patients qui le souhaitent dans la démarche. Mais ça ne peut pas se faire de manière verticale et descendante. C'est sur la base du volontariat et le pari que je fais, c'est que les plus volontaires se jettent à l'eau, se sont déjà jetés à l'eau. On va faire en sorte que ça donne des résultats, les résultats les plus enthousiasmants possibles, et ça va petit à petit donner envie à d'autres acteurs. Et en fait, il n'y a aucune... L'égalité ne se décrète pas. C'est quelque chose qui doit essaimer sur tout le territoire. Et ça, c'est vraiment une préoccupation centrale pour nous, de ne pas réserver ça effectivement à une petite minorité d'acteurs voilà, avant-gardistes qui sont déjà... Il y a une volonté aussi de sortir de ces logiques, par exemple, d'appel à projet, où en fait, on a une idée au niveau national, on lance un appel à projet, et finalement, c'est toujours les acteurs qui ont le plus d'ingénierie, qui sont les mieux équipés, qui sont déjà dans les circuits, dans les réseaux, qui, d'une part, soumissionnent, candidatent à l'appel à projet, et puis les remportent. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, c'est plutôt le projet qui fait l'appel, si j'ose dire. C'est-à-dire, les acteurs sur le terrain définissent par... la description la plus précise de leurs conditions et de leur situation, un projet qui reçoit ensuite un financement. Et ce qui est demandé, par exemple, au recteur, par le ministre de l'Éducation nationale, c'est que une fois que le projet a été bien défini et travaillé par les acteurs dans le cadre de la concertation, c'est que les financements arrivent vite. Ouais. Et que c'est le projet qui commande le financement et pas l'inverse. Parce que le problème des appels à projets, parfois, c'est qu'on fait des cahiers des charges. Avec des enveloppes dédiées. Oui, et puis qui commandent la forme des projets. Donc là, il y a un changement de... Je voudrais quand même vous sensibiliser au changement de perspective très fort qui évolue avec cette démarche de refondation. Alors, évidemment, ça ne va pas épuiser tous les sujets, ça ne va pas épouser tout ce qui se fait dans les services publics, mais c'est une première graine qui peut donner demain de beaux fruits si tout le monde accepte de s'engager dans la démarche. On parlait sur la première table ronde des pilotes alors c'était de l'innovation cette fois, et qui entraînait les équipes, entraînait des dynamiques.
Je vois qu'il est 17h10, il nous reste quelques minutes d'échange. N'hésitez pas à vous lever la main, vous poser une question si vous en avez. Dans le chat, vous avez quelques minutes. Peut-être on va conclure cette table ronde. Un mot de conclusion chacun, les messages forts sur lesquels vous voulez insister. Alban, vous intervenez et évidemment, on a posé beaucoup, peut-être démarrons avec vous, Régis Passerieux, on a posé beaucoup de problématiques. On voit que tout cela, d'apparence, peut être complexe, mais que finalement, il y a des enjeux d'engagement, de rencontre, de cadre, de dialogue pour créer ces coalitions ouvertes qui permettront d'avancer. Je crois que ce qui est très important, c'est un message à retenir, mais c'est tout à fait en symbiose avec ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut pas considérer on doit réunir, quand on parle de coalition, c'est le risque, hein, ceux qui sont les groupes qui constituent la société civile sur le territoire, et puis de les confronter aux populations en leur disant, ben voilà, la population veut vous rencontrer et on va comme ça définir le projet. Il faut que ces acteurs s'immergent dans leur territoire et acceptent, je dirais, une forme d'horizontalité qui va remettre en cause des micro-pouvoirs qui structurent notre société depuis des décennies. Les micro-pouvoirs qui structurent notre société sont fondés sur un paradigme de société industrielle classique, hiérarchisée, taylorienne, weberienne, hiérarchisée, qui n'est pas seulement celle de l'État, comme ça a été dit tout à l'heure, mais qui est dans tout l'imaginaire de nos populations. Et il est impératif, s'il y a un rôle que doit avoir l'État, c'est celui d'aider à déverrouiller, non pas pour remplacer par d'autres structures étagées, mais pour dire, vous devez aujourd'hui être capable de vous remettre en cause pour parler aux populations au même niveau que les populations. Et c'est un acte qui va remettre en cause beaucoup de certitudes, mais qui n'est pas gagné. Sans ces préalables, je pense qu'il n'y aura pas véritablement ni d'égalité territoriale, ni de changement de paradigme. Merci Régis Passerieux, sous-préfet de l'arrondissement d'Istres, pilote de ce laboratoire territorial Industrie Golf de Fos-Berre. Je prononce bien, c'est bon, ça va. Simon Cario, votre message fort sur lequel vous voulez insister, vous avez développé, détaillé, décrypté les actions, les méthodes que vous portez pour mettre en place vos interventions. C'est quoi la suite? Comment vous voyez les choses évoluer sur ces enjeux? La suite, en tant que Étaline, le laboratoire d'innovation, il y a une suite un peu qui fait du lien aussi avec le CNR, qu'on est de plus en plus mobilisés, nous, à titre de lab, sur de l'animation, de la facilitation, de l'appui de l'ARS, par exemple, sur ces journées de consultation et concertation. Et c'est justement, nous, le lab part systématiquement d'un besoin. On en parlait à la première table ronde. On est là pour expérimenter, aller tester des choses dans notre territoire. Et justement, on fait partie d'un de ces écosystèmes à l'échelon territorial où on est en capacité et en mesure justement d'aller vers le citoyen et d'aller expérimenter et tester, et qui fait suite logique, je pense, dans les prochains mois à notre travail, notre sollicitation en lien avec le CNR. Et justement, les labs d'innovation sont là pour expérimenter de nouvelles choses. Quand on parle d'innovation ou pas d'innovation, c'est surtout aussi le fait de répondre à un besoin. Et là, on en découle de l'innovation ou pas de l'innovation. Mais l'important, c'est vraiment de répondre aux besoins et d'aller vers les citoyens. Et c'est notre citoyen usager, c'est notre cœur de cible en tant que laboratoire d'innovation qui reste ouvert et qui à tous les agents et les citoyens en région Pays de la Loire. Merci beaucoup, Simon Cario. Julie Morel, les messages forts sur lesquels vous voulez insister, on voit que ces méthodes, on parle d'évolution vraiment très, très structurelle. Qu'est-ce que vous voulez dire en priorité pour cette conclusion ? Je vais juste en rajouter une couche sur la figure du citoyen, parce que c'est vraiment ce qui nous porte, et je pense que ça peut soutenir dans cet exercice d'innovation, où j'aime la nuance que vous avez faite. Effectivement, moi je suis aussi partisane de ne pas mettre l'innovation à toutes les sauces. Des fois, c'est une exigence qui est peut-être pas nécessaire, mais par contre l'exigence de faire avec la figure du citoyen me paraît à minima nécessaire quand on fait de l'action publique. Et juste dire que, pour boucler avec le début de mon intervention,
intervention dans laquelle j'appelais à faire de la contrainte une opportunité. Chez Démocratie Ouverte, vu qu'on est nous aussi une coalition, on porte la proposition d'un financement structurel de l'innovation démocratique, parce que certes, parfois le financement est porteur d'opportunités, mais là, en l'occurrence, au regard de ce que coûte la démocratie représentative et de ce que coûte l'innovation démocratique, qui est largement supportée par les collectivités locales, nous, il nous semble qu'il y a quelque chose à inventer là-dessus, et on est porteur de propositions, et on est évidemment à disposition de l'État, bien sûr, mais aussi des préfets qui sont des personnes, en tout cas les préfets, les préfectures, leurs services, qu'on aimerait embarquer davantage dans nos coalitions locales, dans certaines de nos expérimentations. Merci beaucoup. Merci à vous, Julie Morel. Vous êtes responsable du pôle Innovation Territoire à Démocratie Ouverte. Votre conclusion, David Jez, on voit beaucoup d'enjeux qui ont été posés, qui vont peut-être, certainement, on l'espère, nourrir les travaux du Conseil national de la refondation. Oui, alors, ça nous arrive souvent. Non, la graine qui a été semée est importante. Et d'autant plus importante qu'on a collectivement intérêt à ce qu'elle donne un beau fruit, parce que on n'aura plus tellement d'occasions. Je pense que les choses se dégradent aussi, hein, et on a besoin vite de montrer qu'on est capable de faire autrement. Vous savez, si la réforme de l'État, ce qu'on appelle la réforme de l'État, j'aime pas beaucoup cette expression, mais depuis 30 ans on n'a pas réussi, c'est précisément parce qu'on appliquait à la réforme de l'État les mêmes méthodes que celles qu'on appliquait dans le monde fordiste, vertical, de la société industrielle de masse. Sauf que, au lieu de gérer de la croissance, on gérait de la pénurie. Donc on mettait des coups de rabot, on mettait en place des procédures de pilotage, mais très verticales, très, très bureaucratiques. Et en fait, je pense que ça ne fonctionne pas. Si on veut améliorer vraiment l'action publique, il faut changer complètement son mode de conception. C'est pour ça que je parle plutôt que d'innovation, parce qu'il y aura de l'innovation dans tout ça, et on va essayer de l'encourager, on va même essayer de la détecter pour ensuite la capitaliser et la diffuser au maximum de parties prenantes. Mais le vrai enjeu, c'est la reconception. C'est-à-dire, c'est de pouvoir s'arrêter, regarder qu'est-ce que c'est que le service public. Ça fait partie de notre société, de notre contrat social. Donc effectivement, il n'y a pas juste des enjeux d'efficacité, il y a aussi des enjeux de contrat social. Essayer de poser sur le service public dans un territoire, donc atterrir aussi sur le plan territorial, le diagnostic le plus informé, le plus lucide possible, partagé avec les acteurs. La variété des points de vue va permettre d'améliorer le diagnostic qu'on porte. Et une fois qu'on a fait ce travail, qui prend un peu de temps, parce qu'il faut créer les conditions d'un langage commun, on agit dans des projets qui permettent de transformer progressivement le service public. Et puis on évalue, on s'auto-évalue, ou on évalue, et puis on fait un autre projet. Et puis tout ça est itératif. L'idée, c'est pas de faire un petit projet et puis s'en va, mais au contraire, de s'engager dans une démarche de démocratie continue ou d'action publique continue, en quelque sorte, qui repose sur ces nouvelles méthodes. Voilà ce que nous cherchons à faire. C'est un pari qui est risqué, mais il n'y a que les batailles qu'on ne mène pas que l'on est sûr de perdre. Belle conclusion. Merci à tous les quatre. Je me tourne vers vous, Alban Pranquin, directeur de projet Innovation Ouverte à la DITP. Merci d'avoir organisé cet échange si riche. Beaucoup de messages. Oui, effectivement, et un grand merci à tous nos intervenants pour cet échange très riche. Il y a beaucoup de choses que l'on va retravailler. Peut-être trois points qui m'ont particulièrement interpellé au cours de cette discussion. D'abord, effectivement, on l'a dit, ces sujets de coalition ouverte reposent aussi sur la base d'un diagnostic partagé, et comment, avant de rentrer finalement dans la co-construction de solutions, on prend le temps de formuler ces diagnostics. Peut-être parfois on escamote un petit peu cette première phase, alors qu'elle est fondamentale en termes de capacité justement derrière à se projeter sur des solutions. Le deuxième point, c'est le dialogue des échelles. On en a pas mal parlé. On a parlé de beaucoup d'horizontalité et de travail à différentes échelles. Il y a les liens entre ces échelles et ce dialogue finalement entre le local, le territorial, le national. Et je pense que du coup, de ce point de vue-là, la démarche lancée par le CNR est intéressante parce qu'elle essaye justement de prendre à bras-le-corps ce dialogue qui n'est pas simple. Et puis le troisième point qui me paraît important et qui est souvent source de confusion, c'est le rapport à la décision. On a bien, je trouve, mis en évidence la différence entre éclairage de la décision, aide à la décision et codécision.
Je pense qu'il y a souvent faute d'être insuffisamment précis sur ces sujets de rapport à la décision. On nourrit des déceptions, donc il faut essayer d'être clair sur ces sujets-là. Et derrière ce sujet de la décision, il y a aussi la capacité à accepter le dissensus, la controverse, et qui peut être aussi très, très fertile dans ces démarches ouvertes de coalition. Et en cela, le grand débat national avait ouvert un certain nombre de pistes, puisqu'il y avait eu une restitution qui essayait justement de prendre en compte les consensus et les divergences. C'était un premier niveau d'expérience. Je pense que voilà, il y a des choses à pousser de ce point de vue-là. Donc merci à tous. Beaucoup de choses à exploiter. Merci à vous quatre, merci à vous cinq. Merci de nous avoir suivis ici au lieu de la transfo publique, lieu de la transformation publique, avenue de Ségur. Restez là, on poursuit nos échanges de manière informelle. On va couper les caméras et on va échanger avec Thierry Lambert, le délégué interministériel à la transformation publique. Et vous toutes, vous tous qui nous suivez, soyez aussi nombreux à suivre nos échanges. Je vous donne rendez-vous demain, notamment demain après-midi à 15h. On parlera de démarche usagée. On sera en lien avec la Maison-Blanche en direct pour rapporter, décrypter, analyser avec les États-Unis les méthodes d'innovation, et on poursuivra de manière informelle. Ce sera avec Jérôme Fournel, le DGFIP. À demain. Merci beaucoup.